Pendant 30 longues années, un homme a porté le poids d'un secret qui allait ébranler l'une des plus grandes légendes du rock. Invisible aux yeux du monde, présent dans chaque note, il a observé, enduré et finalement, il a choisi le silence. Mais aujourd'hui, ce silence vient d'être brisé. Et ce qu'il vient de révéler sur Keith Richards des Rolling Stones va vous glacer le sang. Je suis sur le point de vous raconter l'histoire d'une trahison silencieuse, d'une humiliation quotidienne vécue sous les projecteurs et d'un homme qui a fini par comprendre que la loyauté ne protège personne quand le pouvoir décide autrement. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir changera à jamais votre perception de l'un des plus grands groupes de tous les temps. Mais avant de plonger dans cette révélation explosive, prenez 3 secondes pour vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à vous dévoiler les vérités cachées derrière les légendes de la musique. Ces histoires que personne n'ose raconter. Activez la cloche parce que, croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune de nos prochaines révélations. Bill Wyman. Ce nom ne résonne peut-être pas aussi fort que Mick Jagger ou Keith Richards. Pourtant, sans lui, les Rolling Stones n'auraient jamais existé tels que nous les connaissons. Bassiste du groupe de 1962 à 1993, Bill était la colonne vertébrale invisible, celui qui tenait le rythme pendant que le chaos explosait autour de lui. Mais voilà la vérité que personne ne vous raconte. Bill Wyman n'a jamais vraiment fait partie du cercle intérieur. Il était utilisé, toléré, mais jamais respecté comme un égal. Et pendant 3 décennies, il a accepté cette réalité en silence, convaincu que son travail acharné et sa loyauté finiraient par payer. Sauf que ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, des années après avoir quitté le groupe, Bill Wyman a enfin ouvert la porte de ce placard verrouillé. Et ce qu'il en sort n'est pas une confession remplie de rage ou de vengeance. Non, c'est quelque chose de bien plus puissant. Une vérité froide, calme et dévastatrice. Il vient de révéler ce que c'était réellement de travailler aux côtés de Keith Richards. Et croyez-moi, ce n'est pas l'histoire romantique du rock'n'roll que Hollywood adore raconter. Alors comment un homme aussi talentueux a-t-il pu être réduit à l'invisibilité au sein de son propre groupe? Pour comprendre, il faut remonter au tout début. Décembre 1962, Bill Wyman rejoint les Rolling Stones, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'a pas été choisi parce qu'il était le meilleur bassiste disponible. Il a été choisi parce qu'il possédait quelque chose dont le groupe avait désespérément besoin, du matériel. À l'époque, les Stones sont fauchés, désorganisés et encore loin de devenir la machine à succès qu'ils deviendront. Bill arrive avec son propre amplificateur, des câbles de qualité et surtout une discipline que les autres n'ont pas encore. Il est plus âgé, plus expérimenté, plus responsable. Il est la solution à un problème pratique. Mais dès le départ, Bill ressent une différence fondamentale. Mick et Keith se connaissent depuis l'enfance, Brian Jones, que Bill considère comme le véritable fondateur du groupe, a assemblé la formation pièce par pièce. Bill, lui, est invité par nécessité, pas par désir. Et cette nuance, apparemment insignifiante au début, va définir les 30 prochaines années de sa vie. Dans les premières années, cette exclusion subtile ne semble pas dramatique, le groupe galère, survit et tout le monde se concentre sur la musique. Bill et Charlie forment une section rythmique qui deviendra légendaire, la fondation stable d'un groupe par ailleurs explosif. Des albums iconiques comme Aftermath, Out of Our Heads, Between the Buttons reposent en grande partie sur cette stabilité. Pendant que les égos s'affrontent et que les drogues commencent à faire des ravages, Bill et Charlie tiennent le navire à flot. Mais déjà, les signaux d'alarme clignotent dans silence. Bill tient un journal. Il y écrit qu'il se sent davantage comme un outil que comme un membre du groupe. Les décisions se prennent sans lui, les conversations s'arrêtent quand il entre dans une pièce, et même si Keith Richards reconnaîtra plus tard que Bill avait plus d'expérience scénique que tous les autres ranvinés, ce respect ne se traduira jamais par une véritable inclusion. Jamais. Et si vous pensez que les choses se sont arrangées avec le succès du groupe, détrompez-vous. En réalité, plus les Rolling Stones devenaient célèbres, plus Bill Wyman devenait invisible, et tout était sur le point de basculer définitivement. Milieu des années 1960, les Rolling Stones explosent, le succès arrive, l'argent coule, la célébrité devient mondiale. Mais derrière cette façade dorée, Bill Wyman est endetté à hauteur de 200 000 livres. Laissez-moi répéter. Bill Wyman, membre fondateur des Rolling Stones, est au bord de la faillite. Comment est-ce possible? Parce que Bill ne possède aucun droit d'auteur. Pendant les années d'inactivité du groupe, dû au conflit interne entre Mick et Keith, les Stones ne gagnent pratiquement rien en tant qu'entité. Mais pour Mick et Keith, cette pause est gérable. Leurs royalties continuent de tomber. Pour Bill, Charlie et Ronnie Wood, rien.
Zéro. Nada. Ils sont des interprètes salariés, pas des propriétaires du catalogue. Quand le groupe ne tourne pas, ils ne gagnent pas. Ronnie Wood commence à vendre des œuvres d'art pour nourrir sa famille. Bill jongle avec des hypothèques et s'inquiète de payer ses factures, tout en montant sur scène devant des dizaines de milliers de fans qui pensent qu'il roule sur l'or. Bill expliquera plus tard que dans les années 1970, lorsque le groupe a quitté la Grande-Bretagne pour des raisons fiscales, ce n'était pas par cupidité, c'était par désespoir. Le manager Alan Klein contrôlait tout l'argent. Quand un membre avait besoin de fonds, il devait les demander. Avec des impôts écrasants et des dettes qui s'accumulent, le groupe n'est pas parti parce qu'il était riche, il est parti parce qu'il était piégé. Keith Richards, lui, n'a jamais eu à vivre cette peur. Sa position le protégeait. Celle de Bill, non. Et cette disparité devient impossible à ignorer. Vous commencez à comprendre ? Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait, parce que ce que je m'apprête à vous révéler va vous montrer à quel point cette injustice était systémique. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là, parce que ce qui se passait en coulisses était encore plus sournois. L'humiliation de Bill Wyman n'était pas publique, elle n'était pas spectaculaire. Elle se produisait par petites touches, jour après jour, session après session. Arriver en studio pour découvrir que sa partie de basse avait déjà été enregistrée, apprendre des changements après coup, voir des décisions se prendre dans des pièces où il n'était jamais invité. Dans une interview, Bill résumera la situation en une phrase dévastatrice. « Je n'étais pas exclu, je n'étais jamais invité. » Cette nuance est essentielle. Keith Richards ne disait pas à Bill de partir, il ne l'attaquait pas frontalement, il l'ignorait simplement. Et cette ignorance était bien plus cruelle que n'importe quel conflit ouvert. Pour Keith, les Stones survivaient grâce à l'instinct, pas à la démocratie. S'il fallait faire quelque chose, il le faisait. Si quelqu'un ne suivait pas, il était mis de côté. Pour Keith, ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. Mais pour Bill, c'était un effacement. À la fin des années 1980, Bill avait déjà confié en privé au groupe qu'il ne souhaitait plus continuer. Il espérait que les tournées de retour seraient brèves, un dernier chapitre lui permettant de partir discrètement. Au lieu de cela, le succès massif des tournées Steel Wheels et Urban Jungle a prolongé le cycle dont il cherchait désespérément à échapper. Chaque répétition semblait plus lourde, chaque concert confirmait que la machine ne s'arrêterait jamais tant qu'elle resterait rentable. Et ce qui faisait le plus mal à Bill n'était pas l'argent en lui-même, c'était ce qu'il représentait. Il était resté loyal à travers le chaos, les addictions, la mort de Brian, l'examen public. Il n'avait jamais embarrassé le groupe, jamais défié publiquement ses dirigeants, jamais exigé de reconnaissance. Pourtant, le respect réel, structurel, n'était jamais venu. Keith Richards, intentionnellement ou non, incarnait cette réalité. Il traitait Bill comme fonctionnel, mais pas essentiel. Utile, mais pas égal. Et finalement, Bill a pris la décision la plus difficile de sa vie. Mais ce que le groupe a fait ensuite va vous stupéfier. Bill Wyman n'a pas quitté les Rolling Stones dans un éclat dramatique. Il n'y a eu ni annonce publique, ni dispute finale, ni adieux émouvants sur scène. En 1991, il confie en privé au groupe qu'il ne souhaite plus continuer. La réaction ? L'incrédulité, puis le déni. Pour Mick Jagger et Keith Richards, l'idée qu'une personne puisse volontairement s'éloigner des Rolling Stones était tout simplement inconcevable. Pendant près de 2 ans, la décision de Bill reste dans une sorte de limbe. Charlie Watts et Mick Jagger l'appellent, lui demandent s'il a changé d'avis, l'invitent à dîner, tentent de maintenir la porte ouverte. Keith Richards, lui, réagit différemment. Ses propos sont plus tranchants, plus territoriaux. Personne ne quitte ce groupe à moins d'être dans une boîte morte. Pour certains, c'était de l'humour noir. Pour Bill, c'était un message clair. Pour Keith, les Stones n'étaient pas un travail que l'on abandonne, c'était une identité à laquelle on se soumet. Lorsque le groupe commence à planifier sa prochaine grande tournée au milieu des années 1990, la question ne peut plus être évitée. Mick et Charlie se rendent chez Bill et passent la soirée à tenter de le convaincre de rester. Ils parlent d'héritage, de loyauté, d'histoire. Bill écoute calmement, il n'argumente pas, il n'accuse personne et il ne flanche pas. Lorsqu'ils acceptent finalement qu'il est sérieux, ils fixent rétroactivement la date de son départ en 1993, alors que Bill avait déjà quitté le groupe mentalement 2 ans plus tôt. Les suites sont tendues. Au lieu de gratitude pour 3 décennies de dévotion, Bill rencontre de l'amertume. Mick fait des remarques désinvoltes, suggérant que jouer de la basse est suffisamment simple pour que n'importe qui s'en charge. Keith reste silencieux publiquement, mais sa position en privé est claire. Bill a enfreint une règle tacite. Il s'est choisi lui-même plutôt que la machine.
Pour Bill, cette réaction ne fait que confirmer que partir était la bonne décision. Il dira plus tard qu'il aurait dû s'en aller plus tôt. La pression était devenue insupportable. Pas seulement les expectations liées au succès, mais le coût émotionnel de rester dans un environnement où il se sentait diminué. Ce qui a rendu la décision définitive n'était pas l'enguerre, c'était la lucidité. Bill a compris que continuer signifiait sacrifier le reste de sa vie à quelque chose qui ne le respectait plus. Il avait d'autres centres d'intérêt, l'écriture, la photographie, l'archéologie, le travail caritatif, des passions qui attendaient en silence tandis que les Stones consumaient leur temps et leur énergie. Pour la première fois de sa vie adulte, Bill s'est autorisé à imaginer un avenir qui ne serait pas défini par le rythme de quelqu'un d'autre. Keith Richards, de son côté, a interprété le départ de Bill comme quelque chose d'incompréhensible. De son point de vue, l'endurance était preuve de la loyauté, la souffrance faisait partie du lien. Partir calmement, sans conflit public ni mise en scène, lui a semblé être un rejet du code sur lequel il vivait. Si vous êtes toujours avec moi, c'est que cette histoire vous touche profondément. Alors prouvez-le. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez un commentaire. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités que personne n'ose dire. Mais attendez, parce que des années après son départ, Bill Wyman a finalement lâché la phrase qui a mis fin à tout semblant. Pendant plus de 30 ans après avoir quitté les Rolling Stones, Bill Wyman a évité de faire une chose que beaucoup attendaient de lui. Il n'a pas attaqué Keith Richards, il n'a pas réécrit le passé pour se présenter comme une victime, il n'a pas cherché à gagner la sympathie du public en révélant des griefs privés. Il a choisi le silence, un silence qui frustrait les fans, conscient qu'il y avait quelque chose de plus sous la surface. Ce silence a pris fin discrètement, presque par accident. Lors d'un petit événement lié à la réédition de ses mémoires, Stone Alone, on lui pose directement une question sur Keith Richards. Bill n'esquive pas comme il l'avait fait pendant des décennies. Il ne répond pas par un sourire. Il n'adoucit pas la vérité pour ménager qui que ce soit. Sa réponse est brève, calme et sans équivoque. Nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Je n'ai aucune rancœur, mais je ne peux plus faire semblant. Nous venons de mondes différents. Pour beaucoup, cette seule phrase a eu plus d'impact que n'importe quelle accusation pleine de colère. Parce que Bill Wyman ne parlait pas par amertume, il parlait depuis la distance. Ce genre de distance qui ne se forme qu'après des années à essayer, à endurer, puis à finalement lâcher prise. Dans des interviews ultérieures, Bill a précisé juste ce qu'il fallait pour expliquer le sens de cette phrase. Il a indiqué que bien qu'ils échangent encore des cadeaux et maintiennent des relations polies, il n'avait jamais eu envie de revoir Keith. Non par haine, mais parce qu'être en sa présence exigeait un effort émotionnel qu'il ne souhaitait plus fournir. Partager une scène pendant 30 ans ne signifie pas partager les mêmes valeurs, le même tempérament ou un respect mutuel. Ce que Bill a finalement admis, ce n'était pas que Keith Richards avait été cruel de manière évidente, c'était quelque chose de plus troublant. Keith l'a diminué silencieusement, constamment, par l'exclusion plutôt que par la confrontation, par le contrôle plutôt que par le dialogue. Bill n'a pas été écarté dans un éclat de conflit, il a été lentement réduit à quelqu'un qui existait pour remplir une fonction, et non pour façonner le groupe qu'il avait aidé à construire. Et cette vérité redéfinit tout ce que nous pensions savoir sur les Rolling Stones. Avec le recul, Bill a résumé son départ de la manière la plus simple possible. Il n'est pas parti aux causes de l'âge, il n'est pas parti pour poursuivre une carrière solo, et il n'est pas parti parce qu'il n'aimait plus la musique. Il est parti parce qu'il ne pouvait plus tolérer la manière dont il était traité, et parce que rester aurait exigé qu'il continue à se mentir à lui-même. Cette vérité a aussi redéfini les Rolling Stones eux-mêmes. La tension légendaire du groupe, ce tranchant dangereux qui nourrissait leur grandeur, avait toujours eu un prix. Brian Jones l'a payé par son isolement et sa vie. Bill Wyman l'a payé par des décennies d'effacement silencieux. Même Mick Jagger et Keith Richards l'ont payé à leur manière, enfermés dans des cycles de lutte de pouvoir qui ont failli détruire le groupe à plus d'une reprise. Lorsque Bill a finalement parlé, Keith Richards n'a offert aucune réponse publique. Pas Mick Jagger non plus, pas Ronnie Wood non plus. Peut-être n'y avait-il plus rien à contester. Bill ne demandait plus de reconnaissance, ni d'excuses, ni de réconciliation. Il se contentait de nommer une réalité qui avait toujours existé. Au final, Bill Wyman n'avait plus besoin de remonter sur scène pour prouver sa valeur. Son héritage vit dans la musique, les archives, le rythme qui a tenu le chaos ensemble pendant 30 décennies. Ce que Bill a finalement repris en parlant, ce n'était pas la vengeance, c'était la propriété de sa propre histoire.
Et parfois, c'est la vérité la plus difficile de toutes. Alors, qu'en pensez-vous? Bill Wyman a-t-il eu raison de garder le silence aussi longtemps? Aurait-il dû parler plus tôt? Quitter les Rolling Stones était-ce un acte de faiblesse ou la seule façon pour lui de se protéger? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, si elle a changé votre perception d'une légende de rock, alors faites-le savoir. Likez, partagez et abonnez-vous à Secret Stars. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces vérités enfouies, ces histoires que personne n'ose dire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses des plus grandes légendes de la musique. À très vite sur Secret Stars.